La véritable question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on s'attaque toujours aux écologistes. Je crois qu'on s'attaque aux écologistes sur des petits problèmes, parce que moi, j'aurais tellement aimé qu'on s'attaque à Xavier Bertrand lorsqu'il coupe toutes les subventions, notamment aux associations environnementales dans ma région. Ça n'a même pas fait l'objet d'un article. Vous voyez, j'aurais aimé qu'on l'écrive lorsque le Front National coupe les vivres, notamment des locaux et des subventions à toutes les associations caritatives qui aident les plus démunis. Je crois que les écologistes font peur à la veille notamment de cette élection présidentielle. On l'a vu avec les propos des uns et des autres, mais parce que je pense qu'ils n'ont pas compris leur temps. C'est-à-dire qu'ils accusent les écologistes parce que les écologistes commencent aujourd'hui à émerger au niveau électoral. Donc on fait peur, notamment à ce gouvernement, parce qu'on vient pointer l'absence de politique environnementale dont nous avons besoin, tant dans notre pays. Dans la région des Hauts-de-France, je vous le dis, l'extrême droite ne passera pas. En politique, il n'y a pas de fatalité. Vous savez, ce ne sont pas les sondages ou les commentaires médiatiques qui font une élection. Ce sont les citoyens. Ça, c'est le constat. Maintenant, que faut-il faire pour que ça n'arrive pas? Eh ben, il faut arrêter de faire des promesses. Moi, je n'ai pas un programme de promesses. Oui, revenir sur voilà, j'ai un programme d'action concrète pour changer la vie des gens. Nous avons une motivation, c'est véritablement faire en sorte que tous les indicateurs qui sont au rouge dans notre région soient au vert demain. Eh bien, tout simplement, lorsque j'ai été investie par mon propre parti politique, j'ai pris le temps. Tout simplement. C'est-à-dire, j'ai fait des rencontres bilatérales. Ensuite, j'ai appelé tout le monde. Et j'ai montré à quel point, en fait, nous pouvions que nous unir. Vous aviez dit quoi? Il y a une urgence? Parce que la région, aujourd'hui, il n'y a plus d'élus de gauche à la région? Il n'y a pas d'élus de gauche, il n'y a pas d'écologistes au sein du Conseil régional, mais c'est surtout le bilan. Une cogestion avec l'extrême droite, donc le Rassemblement national, et une droite extrême de Xavier Bertrand. Le bilan est catastrophique. Vous voyez, nous avons une région où le taux de chômage est le plus fort en France. Nous avons une région où 31% des jeunes sont au chômage. C'est 6% de plus que la moyenne nationale. Nous sommes une région qui, malheureusement, nous avons une espérance de vie de 3 ans de moins que les autres régions. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai 3 ans de moins de vie que vous qui vivez en Île-de-France. Face à cette situation, nous avons pris en compte la question de l'urgence, une urgence sociale et une urgence environnementale. Et nous ne voulons pas que l'histoire se répète. La loi bioéthique est à nouveau discutée cette semaine en commission à l'Assemblée nationale, puis la semaine prochaine dans l'hémicycle. La suite et pas encore la fin d'un parcours parlementaire au long cours, au très long cours. Dans ce texte, il y a une disposition, en particulier une mesure qui tient en 3 lettres, PMA, plus exactement l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, précisément son extension aux femmes seules et aux couples de lesbiennes. Une mesure qui est dans l'air, oui, depuis près de 10 ans maintenant, promise et jamais faite, malgré les grandes déclarations de gouvernement soi-disant progressistes. Retour 9 ans, oui, 9 ans en arrière. On est en avril 2012 et François Hollande, alors candidat, le promet dans le magazine LGBT Têtu. Oui, il est bien favorable, nous dit-il, à l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes, à condition, dit-il, que ce soit un projet parental. Mais voilà, la PMA ne figurera pas dans le projet de loi Mariage pour tous présenté par la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Quelques mois plus tard, le Premier ministre d'alors, Jean-Marc Ayrault, renvoie à un avis futur du comité d'éthique. Il faut de toute façon attendre l'avis du comité. Oui, c'est la moindre des choses. Un avis favorable qui n'est arrivé que 4 ans plus tard, après une série de reports permanents sous François Hollande pour donner la pleine égalité de droit aux lesbiennes. Il était donc urgent d'attendre. Tandis que les arguments homophobes et lesbophobes emplissent alors, vous vous en souvenez, le débat public dans la foulée de la manif pour tous, certains proches de Hollande nous ont quand même fait croire que l'affaire n'était pas pliée. Par exemple, Bruno Le Roux, alors patron des députés socialistes sur Europe 1. Le gouvernement a confirmé qu'avant la fin de l'année, en accord avec le débat qui va avoir lieu avec le Conseil national d'éthique, il y aura
un texte du gouvernement qui comprendra la PMA. Vous savez, nous avons été élus en 2012. Si ce texte était déposé en 2013, je considère toujours que ce sera dans la première partie du mandat. Mais en réalité, malgré la pression de certains parlementaires, eh bien la PMA sera définitivement abandonnée l'année suivante par le Premier ministre Manuel Valls, tiens, qui l'enterre. On a oublié lors d'une visite protocolaire au Vatican. Étonnant pour ce grand chevalier autoproclamé de la laïcité. On est là, c'est-à-dire nulle part, quand Emmanuel Macron arrive à l'Élysée en 2017, 5 ans après l'entretien de François Hollande à Tétu. Pendant sa campagne, son mouvement En Marche l'avait promis noir sur blanc. Oui, nous sommes favorables à l'ouverture de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. Sa ministre, Marlène Schiappa, embrayait d'ailleurs en juillet 2017. Nous ouvrirons effectivement la PMA, mais nous voulons avoir un débat serein et apaisé sur ce sujet. Débat tellement serein et apaisé que c'est raté. Et on est près de 2 ans plus tard. En mars 2019, le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, le promet. Cette fois, c'est sûr, c'est pour bientôt. Personne ne peut avoir de doute. On verra en termes de calendrier, mais enfin, on est plutôt sur un calendrier de fin d'année 2019, deuxième semestre 2019. Si ça déborde, ça déborde. Mais je veux dire, l'horizon, il est bien le vote d'un texte sur la PMA dans l'horizon que je viens de vous donner, c'est-à-dire dans l'horizon du pas de temps de 12 mois et pas d'un horizon sine-die qui reporterait sine-die les choses. Eh bien non, toujours pas. Là encore, rien ne s'est passé. À chaque examen de cette mesure, particulièrement au Sénat, où la vieille droite donne de la voix, c'est un festival de bêtises et d'ignorance. Entre lâcheté, lesbophobie et manque général de courage politique, l'égalité des droits pour les lesbiennes n'est jamais prioritaire. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, promet désormais le vote de la loi bioéthique et donc de premier parcours de PMA en France dès cet été. On verra bien. Reste un constat amer. Il y a 10 ans, nombre de couples de femmes désireuses d'avoir des enfants pensaient que cela arriverait bientôt. Depuis, certaines ont renoncé ou ont dû renoncer parce que l'horloge biologique tourne. D'autres, celles qui le pouvaient en tout cas, sont parties faire des PMA dans des pays voisins. Sur ce sujet-là, comme tant d'autres, ce sont encore 10 ans de perdus. Est-ce que vous êtes anti-lumière? Est-ce que vous tournez le dos dans vos combats à l'héritage des Lumières? Non, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, ce qui se passe aujourd'hui dans le débat, et notamment autour de ces questions-là, qu'il s'agisse de questions de genre ou de questions raciales. Moi, ce qui m'interpelle dans le livre, c'est, pas forcément uniquement d'ailleurs dans le livre, mais de manière générale, c'est qu'en fait, certaines personnes se revendiquent universalistes et qualifient d'autres de ne pas l'être. Moi, je pense que ce qui pose question aujourd'hui, c'est davantage qu'on définit comme étant universaliste. Est-ce qu'on peut réduire l'universalisme aux personnes qui s'en réclament? Je ne le pense pas. Je pense que les valeurs d'émancipation, les valeurs d'universalisme préexistent en fait à la Révolution. Je pense notamment à des modes de pensée, à des outils d'émancipation qui ont été produits intellectuellement en dehors du continent européen. On peut citer la charte du Manden, qui est une charte en fait qui a été dictée en 1222 dans l'Empire du Mali, donc sous le règne de Soundiata Keïta pendant le XIIIe siècle. Cette charte commence par une vie est une vie. Donc c'est un principe qui met un équivalent entre toutes les vies humaines. Et Soundiata Keïta, pendant son règne, a été connu pour justement promouvoir les principes, en tout cas, lors de son règne, la promotion des principes de non-discrimination qui est inclus dans cette charte du Manden, qui est reconnue par l'UNESCO, également le principe d'abolition de l'esclavage. Donc je pense qu'on peut penser à un universalisme qui existe en fait dans un contexte différent. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on restreigne l'universalisme en fait à quelques personnes qui s'en revendiquent et qu'on considère que les personnes, sous prétexte qu'elles se disent intersectionnelles ou décoloniales, ne puissent pas en même temps être universalistes ou promouvoir l'universel. Et je crois que ce qui est critiqué, c'est surtout le fait qu'une certaine universalité en réalité soit partiale et ne désigne qu'une partie de l'humanité. Pourquoi dites-vous que la gauche, ou une partie de la gauche et des mouvements sociaux, et dans ce cas laquelle, a tourné le dos aux Lumières et à l'universalisme? Alors, je suis partie en fait de 2 constats pour commencer mon livre. D'un constat qui est d'abord historique, le fait que les gauches d'émancipation, socialistes, communistes, mais aussi féministes, anticolonialistes, sont nées et se sont inscrites depuis le début dans le sillage de l'héritage des Lumières et de la Révolution française, c'est-à-dire un héritage que je détaille comme universaliste, progressiste et rationaliste, que tous les grands combats de la gauche des 2 derniers siècles ont été remportés sur ces bases, et que, deuxième constat, aujourd'hui, on a une partie des mouvements d'émancipation, notamment féministes et antiracistes, enfin certains féministes, certains antiracismes, qui prétendent apporter un surcroît d'émancipation sur la base d'une rupture, notamment avec l'universalisme, mais aussi en fait avec le rationalisme et le progressisme.
Et moi, je pense, c'est ce que j'essaie de démontrer dans le livre, qu'on n'a pas sur cette base un surcroît d'émancipation, mais plutôt une régression avec un alignement, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, un alignement finalement sur des positions conservatrices. Et on renoue paradoxalement avec les critiques conservatrices de l'héritage des Lumières et de la Révolution. D'un point de vue historique, le mouvement des Lumières au XVIIIe siècle est le premier effort collectif de cette ampleur pour sortir de l'ethnocentrisme. On a les premières, on a les premières attaques frontales qui viennent de l'intérieur d'une société très ethnocentrée, esclavagiste, inégalitaire, etc. Des coups de boutoir extrêmement puissants contre le cléricalisme, contre l'esclavagisme, contre le racisme, contre la persécution des minorités. Et ça débouche en 1789 sur la Déclaration des droits de l'homme qui provoque elle-même, par onde de choc, la première révolution anti-esclavagiste et anticolonialiste de l'histoire à Saint-Domingue en 1791. Donc le pouvoir émancipateur de cet universalisme-là, il est immédiatement vérifié historiquement, et tous les combats, énormément de combats anticolonialistes et anti-esclavagistes par la suite, vont se faire au nom de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ou de 1793. C'est le racisme qui fait exister les races. Donc la race, évidemment, n'a pas d'existence tangible. C'est pas ni un critère ni biologique, ni ethnique, ni historique. C'est une condition sociale. Et donc quand on parle de race, on ne parle pas évidemment d'une position naturelle, mais d'une position sociale qui est le fruit d'une histoire sociopolitique. Donc à partir du moment où on veut déconstruire les idéologies racistes, il faut parler tout simplement du critère qui fonde le racisme. Et or, ce critère-là, c'est la race, tout simplement. Donc évidemment, je suis contre l'existence du racisme et de ce qu'il fonde la race, mais pour dépasser cette condition-là, en fait, il faut la nommer. Et donc pour la nommer, en fait, il faut identifier le fondement de cette idéologie, tout simplement. On a quand même entendu une journaliste de la première matinale de France parler de racialisme. Le racialisme, c'est une idéologie de hiérarchisation des races, en fait, des races humaines du 19e siècle, qui, en fait, élabore sur la base des sciences de l'époque une hiérarchisation avec d'autres dérivés, notamment portés par Joseph Arthur de Gobineau, qui fait une échelle de gradation de valeur entre les personnes humaines. Et le fait qu'on emploie ce terme de manière complètement décomplexée aujourd'hui et qu'on en affuble des personnes qui sont les descendants des personnes qui étaient victimes du racialisme du 19e siècle, je trouve que c'est un retournement qui est vraiment très très grave. Et je trouve inquiétant en fait qu'on ne se pose pas la question de pourquoi on traite de racialistes des personnes qui étaient les victimes du racialisme il y a 200 ans. Je ne dis pas que tous les policiers qui étaient présents ce jour-là étaient tous derrière ça, mais ceux qui donnaient le ton, c'était évident que c'était pour dire... peine minimale, vous avez fait une tribune et Louis Plenel là-dessus qui me semble excellente, il n'y a rien d'autre à dire. La police sert la République et les lois. Alors là, c'est une manifestation pour imposer les lois d'organisation policière, je tiens à ce terme-là, à la République. Donc, c'est la définition de factieux. Les gens qui y ont été, ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Et ils n'ont rien dit, en plus, quand ça s'est fait. Donc c'est une erreur absolument terrible. Et je crois que s'il y a bien quelque chose en théorie qui devrait... définir le camp progressiste, c'est le rapport à la liberté. En tout cas, le pouvoir politique qui gère la police a échappé à tout contrôle. Parce que vous citez Monsieur Lallemand, il a fait exactement la même chose avec mon collègue Loïc Prudhomme il y a quelques mois de ça à Bordeaux, qui s'est reçu un coup d'un policier et il a dit en gros c'est bien fait. Et moi j'ai interpellé, je l'ai vu personnellement, l'Allemand lors d'une visite du Premier ministre à Saint-Denis et je lui ai dit mais vous pensez quoi? Il m'a dit mais vous n'avez pas à attendre de mansuétude, il n'y a pas de privilège, etc. J'ai dit d'accord, donc quand vous êtes élu, tout ce qui normalement dans le bloc de constitutionnalité fait que justement vous représentez la souveraineté populaire, la République, et qu'à partir de là, on ne peut pas faire entrave à votre action à partir du moment où on est dans le cadre politique. Bon, et le cadre politique, elle l'était, puisqu'elle était en soutien, de mobilisation, et ben tout ça est envolé. Mais c'est au secours, quoi. Vers où va-t-on? Surtout qu'on le voit sur les images, elle est ciblée, c'est-à-dire le policier revient et la cible personnellement. Bon, je crois que M. Lallemand pense ça, et ce qui m'a inquiété, c'est que M. Castex, l'autre jour, a eu une réponse à Jean-Luc Mélenchon inquiétante aussi, en disant que tout le monde devait respecter la loi. La loi, c'est justement de garantir qu'un élu, non pas parce qu'on aurait des privilèges, mais parce que justement on représente le pouvoir législatif, ne soit pas entravé dans son action. Et son action, c'est lui qui la décide. Vous êtes député de la France Insoumise, je l'ai dit, en Seine-Saint-Denis. Votre organisation, la France Insoumise, appelle avec d'autres, on va y revenir, à manifester le 12 juin contre l'extrême droite. Si vous deviez définir le climat politique actuel, le climat actuel dans ce pays plus largement, en un mot ou en deux, ce serait quoi?
Du côté des responsables politico-médiatiques, un glissement progressif vers les idées d'extrême droite. Voilà ce que je constate. On fait du Le Pen sans Le Pen, mais d'un point de vue des libertés, d'un point de vue de la surveillance généralisée, de l'état d'urgence permanent, des lois liberticides, des déclarations intempestives qui frôlent quand elles ne touchent pas le racisme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces derniers mois, on a fait très fort. Qui sont les responsables? Notamment le gouvernement. Donc Valentine Auberti de l'Air Libre, tu vas nous parler d'un sujet qui fait débat en ce moment, le pass sanitaire. Son principe a été adopté. Oui, le pass sanitaire figurera bien dans la loi dite de sortie de crise sanitaire, présentée par le gouvernement et adoptée par le parlementaire. C'est dans l'article 1er. À compter du 2 juin et jusqu'au 15 septembre, le Premier ministre peut, par décret, imposer aux personnes souhaitant se déplacer de présenter soit le résultat d'un test au Covid négatif, d'un PCR négatif, soit le justificatif d'une vaccination ou encore un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19. Donc très concrètement, on devra fournir, pour rentrer par exemple dans un concert de plus de 1000 personnes, puisque la jauge a été fixée à 1000, un papier qui dit qu'on est négatif ou qu'on est vacciné, ou bien un QR code, ça ressemble à un code barre, avec ces infos qui sera scanné à l'entrée de ce concert. Alors le pass sanitaire, il est largement débattu un peu partout. Dans les médias, le gouvernement vante son mérite. Le pass, c'est un sésame vers la liberté. C'est-à-dire que là, on a prévu pour le 9 juin de rouvrir les grands événements jusqu'à 5000 personnes. Sans le pass, nous ne pourrions pas le faire. Et il rame Cédric O parce que sur les plateaux télé, chacun y va de son avis. Moi, je suis totalement contre le pass sanitaire. On va diviser les Français. Le bien fondé sanitaire. Je pense pas qu'il y en ait. Ah bon? Ah bon, moi, c'est réglé. Opposition aussi dans la rue. Il y a 10 jours, cette manif à Paris confidentielle, 200 personnes à peine, mais bruyante, avec Jean-Marie Bigard, qui ne vient jamais sans sa vulgarité insultante. Ce rassemblement, donc, où la presse a été traitée de collabo. Merci beaucoup, merci de l'accueil. À ce rassemblement, il y avait notamment le vice-président UDI du Sénat, un élu donc, Vincent Delahaye, aux côtés d'Alexandra Henrion-Claude, une généticienne devenue égérie des anti-vaccins, car souvent ça se recoupe. Très clairement, le vaccin montre non seulement son danger, son absence de nécessité et son absence d'efficacité. Alors, au-delà des outrances ici et là, des théories du complot plus ou moins vives, dans le champ politique et universitaire, il y a des voix qui s'élèvent avec des arguments de droit, des arguments juridiques pour alerter sur ce pass sanitaire. Ce qui gêne, c'est d'abord la méthode. Ce pass sanitaire, dont le gouvernement parle pourtant depuis longtemps, n'a pas été inscrit dès le début dans le projet de loi, mais inséré via un amendement en séance. Vous y étiez, j'imagine, pendant que c'était débattu. Ce qui pose problème, selon la professeure de droit qu'on a interrogée, Stéphanie Hennette-Vaucher. Il n'y a pas d'étude d'impact. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même assez problématique au regard d'une disposition qui, quoi qu'on en pense, est une disposition qui institue une restriction inédite aux libertés, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de conditionner l'accès à un certain nombre de lieux à la preuve d'un état de santé. Or, évidemment, les données de santé sont des données particulièrement sensibles. Et c'est très frappant qu'une instance comme la CNIL, par rapport à une restriction aussi inédite qui tombe pile dans son champ d'exercice, n'ait pas été mobilisée avant une date très tardive dans le processus parlementaire. Et ça, vous pensez que c'est à dessein ? Je ne sais pas si c'est à dessein, en tout cas c'est véritablement typique du gouvernement par l'état d'urgence, où on voit sur d'autres sujets, sur les questions de prolongation de l'état d'urgence par exemple, il a fallu que le président de la CNCDH et puis la défenseur des droits manifestent leur consternation au fait d'être laissés de côté de toute une série de discussions. On voit que le gouvernement agit vraiment de manière très solitaire. C'est vraiment l'état d'urgence, concentration du pouvoir exécutif et mise de côté de beaucoup d'instances de conseil, notamment en matière de droits et libertés. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, elle déplore que dans la loi ne figure aucun aspect concret, technique de la mise en place du pass sanitaire, aspect concret derrière lesquels se cache un enjeu politique. Le gouvernement expliquait dans l'exposé des motifs qui accompagne l'amendement qu'il y aurait probablement une jauge à 1000 personnes, mais cet élément de précision n'a jamais pu être inséré dans la loi, en dépit de nombreuses initiatives de parlementaires en ce sens. Il y a d'autres propositions qui ont été faites, un critère de densité, des critères selon que le rassemblement a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur.
toutes ces précisions ont été rejetées. Donc on reste avec un texte de loi qui fait référence, par exemple, à des activités de loisirs sans qu'on sache exactement ce à quoi ça correspond. Côté politique, donc, des députés dont votre groupe à l'Assemblée, Éric Coquerel, ont fait un recours au Conseil constitutionnel pour pointer les imprécisions et les ambiguïtés du texte voté. Recours en partie balayé. Le Conseil constitutionnel valide à peu près toutes les dispositions de la loi, sauf un point sur lequel il émet une réserve d'interprétation, demandant que s'agissant des données transférées, il faut retirer du système de données de santé les coordonnées des patients, c'est-à-dire le numéro de téléphone ou mail, décision qui déçoit la Ligue des droits de l'homme. D'une part parce que c'est une source de discrimination, et d'autre part c'est parce que l'ensemble avec Stop Covid ou Tous Anti-Covid, c'est donner l'habitude aux gens de se faire surveiller volontairement. Donc pour nous c'est un problème. Vous êtes déçu par la décision du Conseil constitutionnel ? Ah oui, complètement, oui, tout à fait. Le fait que les données de vaccination soient intégrées dans le SNDS, donc le Système national de données de santé, le fait que normalement la CNIL avait demandé que les données soient effacées au bout de 3 mois ou à la fin de la pandémie, et là le Conseil constitutionnel valide l'intégration dans le système de données de santé pour 20 ans. Alors, la décision du Conseil constitutionnel, elle se situe dans la lignée de celle du Conseil d'État qui se sont succédées depuis un peu plus d'1 an et demi, tendant à valider les décisions de l'exécutif. Ce qui fait dire à notre professeur de droit, Stéphanie Hennette-Vauchez, que ce gouvernement sous état d'urgence n'est pas anodin. Le Conseil constitue s'habitue finalement à ce gouvernement sous état d'urgence ? Je ne sais pas si le Conseil constitutionnel s'y habitue plus que d'autres. Je crois que, en fait, ce dont il faut bien prendre conscience lorsque on va vers 18 mois d'état d'urgence sanitaire, seulement 2 ans après avoir déjà eu 2 ans d'état d'urgence sécuritaire, c'est qu'en réalité, tout le monde s'habitue au gouvernement par l'état d'urgence. Dans les jeux de guerre, oui, ce sont des jeux en général assez stéréotypés, avec des ennemis très stéréotypés. Alors quand c'est pas les Arabes, c'est les Russes. Hein. D'accord. On reste au schéma de la guerre froide, là. Ouais. Oui, voilà, oui, ou post-guerre froide plutôt, hein, avec l'idée d'une sorte de Poutine qui s'engage dans une lutte terroriste, voilà. Mais voilà, oui, c'est assez courant dans ce type de jeu. Et c'est vrai qu'il y a des types différents de jeux quand même. Hein. Là, il s'agit de jeux de guerre. Mais c'est un petit peu différent des jeux d'aventure qui vont avoir une prétention culturelle un petit peu plus, disons, complexe. Les politiques prennent conscience de l'importance culturelle du jeu vidéo et peut-être qu'il s'agit aujourd'hui d'une culture au sein de laquelle, effectivement, se construisent, comme ça a pu être le cas pour le cinéma, par exemple, hein, et donc toute la militance qui a accompagné aussi la légitimation culturelle du cinéma, je pense qu'aujourd'hui, oui, les politiques prennent conscience qu'il se joue ces choses-là aussi dans le jeu vidéo. Il y a des conflictualités fortes, et on voit bien qu'il s'agit d'occuper le terrain. Et les stratégies concertées de l'extrême droite peuvent être assez violentes et assez efficaces. Mais par ailleurs, en face, il y a aussi des collectifs qui s'organisent sur différentes bases d'ailleurs. Ça peut être des bases circonstancielles, comme autour de l'affaire du Gamergate, où il n'y a pas seulement des féministes qui se sont mobilisés, mais ça peut être aussi des regroupements, des agrégats communautaires autour des questions raciales, autour des questions de genre. Et donc, voilà, il y a des réponses qui s'organisent fort heureusement. En France, on peut prendre l'exemple des forums dont on parle beaucoup, en général, quand il y a certaines affaires ou quand il y a certaines polémiques qui éclatent dans l'espace public. Des fois, ça vient de forums de jeux vidéo, par exemple le forum 1825 du site jeuxvideo.com. Est-ce que, si on étudie par exemple l'évolution, l'amplification des idées d'extrême droite dans le paysage aujourd'hui en France, il faut forcément passer par l'analyse de ce qui se passe sur ces réseaux ? Oui, je pense, parce que ce sont des espaces importants. On a vu qu'aujourd'hui, une des modalités du débat politique, et peut-être la principale, c'est la polémique. Il s'agit d'avancer des choses qui vont faire polémique et autour de laquelle on va construire et organiser le débat. Et donc on observe effectivement dans ces divers réseaux, dans les réseaux sociaux, les forums, que bien certaines polémiques vont fournir l'occasion pour des courants extrême droitiers ou droitiers simplement de diffuser des cadres de pensée, du vocabulaire, du lexique, etc., pour justement infuser un petit peu les termes du débat. Et ce sont donc des territoires qu'il faut analyser, mais c'est aussi des territoires qui sont occupés par, bien sûr, d'autres... Où se jouent toutes ces batailles. Bien, les jeux vidéo n'échappent pas en tant que production culturelle
voilà, la réalité de notre histoire et de nos sociétés. Et on peut dire que sans doute aussi, en raison de leur origine, hein, ils ont une histoire liée au développement de l'informatique et puis à ce stade du capitalisme à partir des années 1950-1960, qui voit le capitalisme se tourner aussi vers les industries culturelles. Sans doute, pour toutes ces raisons combinées, les jeux vidéo sont un des opérateurs, ce qu'on peut appeler la colonialité, donc méritent d'être analysés sous cet angle. Pendant 4 ans, des dizaines de personnes ont été placées sous surveillance, sur écoute, ont été interdites de se retrouver, ont été soumises à des interdictions de territoire, ont eu des interdictions de participer à des manifestations. Et ce dommage-là, à la fois personnel, intime et politique, à l'encontre d'un mouvement, il a été commis. Et en fait, à l'écoute de ces 3 jours de procès, où en fait les débats n'ont pas vraiment eu lieu, où le procureur de la République a très peu parlé, où l'accusation n'a cité aucun témoin, on a un peu l'impression en fait que le débat ne se passe pas là. C'est-à-dire un peu comme si on pouvait s'interroger sur le sens de ce procès. Il est hyper important pour défendre les personnes prévenues, bien sûr, mais on a un peu l'impression que finalement, c'est en dehors de cet espace-là du tribunal que ça se passe. L'hypersurveillance, de toute façon, elle a été conduite. Peut-être se poursuit-elle aujourd'hui d'une certaine manière, et qu'en tout cas, le juge d'instruction, qui a été entendu hier à la demande de la défense, n'a apporté aucune explication, aucune justification de ce dispositif de surveillance quand même très anxiogène et en réalité très inquiétant. Encore moins des excuses, et on se retrouve face à cette situation de ce que l'historienne Vanessa Codaccioni décrit comme étant des formes de justice préventive. Depuis le début du procès, en fait, il y a tout un rassemblement qui se passe devant le palais de justice, qui est lui-même derrière la prison. C'est un rassemblement de soutien, c'est un rassemblement qui est très queer, très féministe, très joyeux. C'est vraiment l'idée de porter une solidarité qui est aussi une lutte contre les dominations patriarcales et policières. Donc il y a une dimension qui est très politique. C'est aussi le signe d'un rajeunissement extrêmement impressionnant du mouvement anti-nucléaire. Et avec toute cette idée que portaient les prévenus et leurs avocats pendant tout le procès, qui a été de nier en fait la légitimité du procès en raison de sa dimension idéologique, et d'en profiter au maximum pour porter leur critique du nucléaire. Et par exemple, les prévenus, les 7 prévenus, ont décidé d'exercer leur droit au silence et n'ont parlé qu'au début avec une déclaration liminaire de critique du nucléaire et des formes autoritaires qui l'accompagnent, et ensuite ont laissé parler leurs avocats. Donc on est vraiment à l'issue, là, à la fin d'un procès qui a été à la fois très politique et très inventif dans ses formes.